L'été parano. C'est chaud. L'été parano. Le soleil brûle ta peau. Voyage, destination, complot. L'été parano. Si j'étais président de la République... Oh, vu d'ici, c'est impressionnant quand même cet édifice. Ah bah oui, hein, le fort de Brégançon, c'est pas n'importe quoi quand même. Avant d'être une résidence d'État utilisée comme lieu officiel de villégiature du président de la République, c'était une vraie place forte qui a une longue histoire. Un bel îlot rocheux quand même, 20 000 m2 à quelques brasses de la côte varoise. Ouais, 20 000 m2, c'est 3 terrains de foot en gros. Toujours ta passion des chiffres et des correspondances. Bon, il a été occupé depuis l'Antiquité et les premiers à avoir établi un pied-à-terre, ce sont les Ligures. Les Ligures, oui, des tribus qui habitaient en Provence, en Occitanie et dans le Piémont, et qui auraient été en conflit ouvert pendant des siècles avec nos ancêtres les Gaulois. Enfin, nos ancêtres plutôt, mes ancêtres, toi t'es plutôt Ligure. En tout cas, c'était un peuple un peu mystérieux, dont les origines font l'objet, évidemment, d'une intense controverse scientifique. Oui, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'après les Ligures, ce sont les Grecs qui ont installé un comptoir sur cette île, à peu près à la même époque qu'ils ont fondé Marseille. Ensuite, c'est plus tard, au Moyen-Âge, qu'on a construit la première forteresse. À l'époque mérovingienne, pour être précis. S'ensuit une histoire très compliquée, où l'île change d'occupant à plusieurs reprises, et il faut attendre 1481, je crois, pour que Brégançon soit directement rattaché à la couronne de France, avec Louis XI. Et puis c'est le cardinal de Richelieu qui a donné sa forme actuelle au fort 2 siècles plus tard environ. Et c'est finalement le général de Gaulle qui fait du lieu la résidence officielle du président de la République française. Oui, le général, il y a quand même passé qu'une seule nuit. Ouais, c'est ça. Une nuit épouvantable, selon ses dires. Bon, il jugeait le lit trop petit. Bon, il était grand maintenant. Et il n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause des moustiques. C'est vrai qu'ici ça pue. Bon, c'est intéressant tout ça, mais c'est quand même pas pour ça que tu nous as amenés en face du fort. Ben non, on est là pour Brigitte. Ah, et tu vois quelque chose d'ailleurs avec les jumelles Attends, je regarde. Ben non, rien pour l'instant. Pourtant, le couple présidentiel est bien là cette semaine. Attends, ne me dis pas que si on est venu ici avec l'espoir d'apercevoir Brigitte, c'est parce qu'on est ses plus grands fans. Ben non, pas vraiment. C'est pour ça une idée en fait. J'ai vraiment besoin de voir par mes yeux, quoi. Tu me sembles vraiment perturbé avec cette histoire de première dame, toi. L'été parano. Oui, non, mais écoute, Gaël, faut me comprendre. Il y a quelques mois, j'ai eu le malheur de faire quelques petites recherches comme ça sur la supposée transidentité, comme on dit aujourd'hui, de Brigitte Macron. Oui, ces fameuses rumeurs qui viennent des tréfonds de la complosphère, que tu aimes, et qui certifient que Brigitte Macron serait en fait un homme. Alors bien sûr, ce genre de rumeurs, on en avait déjà connu par le passé, avec des personnalités du monde du spectacle, comme Amanda Lear, Sheila. Dave ? Ah oui, dans l'autre sens. Et plus récemment, Michelle Obama, d'ailleurs. Mais dans le cas de Brigitte, j'ai vraiment été frappé par la quantité des éléments soulevés par les complotistes. Ah, je m'en frotte les mains. Ouais, notamment à la suite d'un énorme travail d'investigation mené sur plusieurs années par 2 journalistes indépendants, Natacha Arey et Xavier Poussard, qu'il faut quand même citer. Et tout d'un coup, si tu veux, c'est un certain nombre d'allusions sur le couple Macron que j'avais pu entendre ici ou là ces dernières années, qui ont pris une résonance toute particulière. Ah, tu m'étonnes, enfin t'as une sacrée caisse de résonance aussi. Enfin, tu veux parler par exemple de la fois où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a parlé dans une interview télévisée du mari d'Emmanuel Macron pour désigner Brigitte. Alors, j'imagine que ça a ébranlé Brigitte d'ailleurs. En tout cas, pour ceux qui ont tendance à croire à ce type de rumeurs, la multiplication de ces allusions à la sexualité du couple présidentiel alimente l'idée qu'on nous cache quelque chose. Et surtout que certains initiés connaîtraient la vérité. Oui, à l'image des années 80, avec la fille cachée de François Mitterrand, Mazarine Pinjot, dont l'existence à l'époque était connue du microcosme parisien, qui n'a d'ailleurs jamais vendu la mèche. L'été parano. Tous parano. Rappelons peut-être pour commencer les grandes lignes de la théorie du complot concernant la transidentité de Brigitte Macron, alors, de manière à planter le décor. Oui, alors je vais essayer de simplifier parce que c'est hyper compliqué cette histoire.
Alors Brigitte Macron est née dans une famille de 6 enfants, les Trogneux. Sacré nom de famille. Tout à fait, et Brigitte donc est née en 1953. Elle a notamment un frère plus âgé, un personnage essentiel pour notre histoire qui s'appelle Jean-Michel. Celui-ci est né en 1945. Mais selon les complotistes, Brigitte, en fait, la vraie Brigitte, elle serait décédée à l'âge de 6 ans, dans des conditions très difficiles. Parents, frères et sœurs ont bien sûr été tous affectés par la mort de la petite fille, en 1959 donc. Mais il se dit que Jean-Michel, 14 ans à l'époque, est le plus bouleversé par le drame, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Il est d'ailleurs envoyé en Algérie, 2 ans après la supposée mort de sa sœur, pour y poursuivre des études, sans doute avec l'idée, selon les complotistes, de l'éloigner des lieux de ce malheur. Et en grandissant, et c'est là où ça devient intéressant, Jean-Michel est atteint d'une dysphorie de genre. Tu veux dire qu'il se sent fille, bien qu'il ait un corps de garçon, c'est ça ? Exactement. Jean-Michel commence à se travestir jusqu'à entamer, à partir du milieu des années 80, une transition. Une réassignation de genre, comme on dit aujourd'hui. Et une fois sa transition effectuée, les complotistes théorisent que Jean-Michel aurait alors utilisé l'identité de sa sœur disparue, mis devant le fait accompli du changement de sexe de Jean-Michel, la famille Trogneux dans son ensemble se serait alors montrée particulièrement compréhensive. Ses parents et toute la fratrie comprennent que Jean-Michel cherche en quelque sorte à ressusciter sa petite sœur. Et donc c'est un pacte du silence qui se serait à ce moment-là instauré et qui durerait jusqu'à aujourd'hui. Je te dis pas le budget de psychanalyse. Donc, si je résume bien, Brigitte Macron serait en fait son frère, Jean-Michel Trogneux. Transidentité, secret de famille, pouvoir, c'est un super scénario pour un film ou pour une série, tout à fait dans l'air du temps, quoi. Voyage, destination, complot. L'été parano. Non, mais attends, ce n'est qu'une mise en bouche, là. Quand on entre dans les détails de la théorie et qu'on examine tous les éléments entre guillemets à charge apportés par les conspirationnistes, il y a de quoi être pris de vertige. Oui, je compte sur toi pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, par quoi on commence ? Alors je ne sais pas si c'est le bon grain, mais commençons peut-être par le plus trivial. Alors vois-tu Gaël, la Complosphère a analysé des centaines de photos de Brigitte Macron. Déjà ça part bien, la Complosphère a analysé, j'aime bien les analyses de Complosphère. Oui, des photos prises depuis que le couple est à l'Élysée bien sûr, en cherchant évidemment à débusquer les marques de son changement de sexe. Hommes et femmes ont des attributs physiques différents. Si on identifie les traits masculins chez Brigitte, ça nourrit la thèse d'un changement de sexe. C'est ça leur logique. C'est complètement ça, et l'idée principale ici, c'est que selon les complotistes, Brigitte aurait déjà une ossature d'homme. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en analysant les nombreuses photos disponibles, de nombreux internautes, d'ailleurs certains s'appellent des brigittologues. Des brigittologues, c'est génial. Des brigittologues ont remarqué que Brigitte Macron avait par exemple un cou un petit peu court, des pieds un petit peu longs, un fessier carrément plat, que ses genoux étaient orientés vers l'extérieur. Et ces brigittologues considèrent, j'imagine, chez une femme normalement, que ses genoux c'est vers l'intérieur. Oui, dans la même veine, ils font remarquer que le bas de son visage est très développé pour une femme, et en zoomant même sur certaines photos, certains internautes convaincus par cette théorie observent qu'elle semble rasée de près au niveau du menton. Bref, s'il est courant que des femmes aient quelques-unes de ces caractéristiques, il est plutôt rare en tout cas qu'elles en cumulent autant. Et ce sans parler de l'indice de Manning. Là aussi, elle ne passe pas le test. Oh, la brigittologie, c'est quand même merveilleux. L'indice de Manning est donné par le calcul du rapport entre la longueur de l'index et celle de l'annulaire de la main droite. Bon, sachant que la différence de longueur entre index et annulaire est en moyenne nettement plus grande chez les hommes que chez les femmes, l'indice de Manning serait donc un moyen de différencier un homme d'une femme. Eh oui, ça peut paraître grotesque, mais c'est tout à fait sérieux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Brigitte aurait un ratio plutôt masculin. Et on a aussi la pomme d'Adam. Oui, ça bien sûr. Alors il y a quelques photos mises en avant où on verrait des traces d'incision d'une opération de la pomme d'Adam, mais bon, honnêtement, c'est pas vraiment convaincant ça.
Enfin, ce qui est surtout pointé, c'est que Brigitte aurait des manières masculines. Oui, tout à fait. Alors on arrive un peu dans une science molle, dans la brigittologie. C'est le cas pour sa façon de s'asseoir. Il y a un extrait du documentaire La stratégie du météore, consacré à la première campagne d'Emmanuel Macron, qu'on retrouve très souvent postée par les complotistes sur les réseaux sociaux. C'est sûrement la séquence la plus emblématique de ce documentaire. On y voit Brigitte qui est entourée du premier cercle du candidat et elle s'assoit les jambes très écartées. Autant dire que si c'était un homme, il serait pris en flagrant délit de manspreading. Le manspreading, un concept tout à fait sérieux, développé par des féministes américaines pour désigner une posture adoptée par certains hommes dans les transports en commun. C'est là que ça a commencé. En gros, elle remarque que les hommes ont tendance à s'asseoir en écartant exagérément les cuisses et de fait occupent un espace plus important qu'un siège individuel. Un autre point de fixation des complotistes, évidemment, c'est ses cheveux. Brigitte mettrait des perruques, Gaël. Ah, je suis assez fan de perruques moi-même. Et c'est assez cocasse. Sur les photos de la première dame, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne voit jamais la peau de son crâne. Ah non, j'ai pas remarqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Chez ceux qui se coiffent, Ouais, tu vois, au quotidien, et qui se font une raie, par exemple, tu vois. ça part bien. Tu remarqueras qu'on distingue nécessairement le crâne à la base de cette raie. Ouais, je vois. Tu vois, de la Ouais. peau, quoi. Ouais. Alors qu'avec Brigitte, eh bien, ce n'est pas le cas. D'où la thèse de la perruque. Ok. Et puis il y a aussi ces variations sur le tour de poitrine. Oh, ça, c'est dingue. On est toujours dans le trivial. Suivant ses tenues, qu'elles mettent des robes de grands couturiers ou des tenues plus décontractées, les observateurs, attention, la brigittologie, c'est quand même précis, ils constatent qu'elle passe allègrement d'un bonnet C à un bonnet A. Tu as des photos justement prises ici ces dernières années. À Brégançon. Oui, où Brigitte est en maillot de bain. Et là, on peut voir qu'elle n'a pour ainsi dire pas de poitrine, alors qu'effectivement, tu as d'autres photos où c'est Samantha Fox. Ah oui, donc quoi. comme une ado un peu complexée, la première dame rembourrerait régulièrement son soutif alors. Bah, c'est complètement ça. Et il suffit de chercher des images dans un moteur de recherche et tout le monde peut le constater. Hein. L'été parano. Tous parano. C'est tout bonnement fascinant. Mais ça reste quand même un peu bas de plafond, je suis désolé. Dans Tous Parano, on s'est habitué à des théories conspirationnistes un peu plus élaborées. J'espère que tu as quelque chose d'autre. Ah oui, parce que là, c'était l'introduction. Passons au plat principal, avec la photo de la famille Trogneux. Là, on va faire un grand saut dans le passé, et tu vas voir, c'est beaucoup plus intéressant. Ah, merci, tu me rassures. Alors, Eh bien, en fait, il n'existe qu'une seule photo. Cette photo, elle daterait de 1954, où toute la famille Trogneux est réunie. 1954. Donc, à cette époque, Brigitte a un peu plus d'1 an. Oui, c'est encore un bébé. Elle est d'ailleurs posée sur les genoux de sa mère. Et cette photo, on en parle parce que c'est vraiment la seule photo où l'on peut voir toute la famille réunie qui prend la pose devant un photographe. Jean-Michel et Brigitte sont donc tous deux présents dans cette scène. C'est d'ailleurs la seule preuve en image où frères et sœurs sont au même endroit au même moment. Ça, c'est du pain béni pour les brigittologues. Alors certes, c'est vrai qu'à l'époque, on prenait moins de photos qu'aujourd'hui, mais c'est un petit peu étonnant. Oui, les Trogneux font quand même partie de la classe moyenne supérieure, et il n'y a pas beaucoup de photos d'enfance de Brigitte. Ah oui, pas beaucoup, puisqu'on en a seulement 2 pour toute la période qui va de ses 6 ans jusqu'à son mariage. Donc ces photos, la première c'est un portrait en noir et blanc pris lors de sa communion solennelle par un photographe professionnel, selon toute vraisemblance, et la deuxième c'est un portrait également où on voit Brigitte jouer dans un jardin. Et ce qui est surprenant, c'est que cette seconde photo est en couleur. Oui, alors tu dis surprenant parce qu'au début des années 60, tout le monde n'avait pas d'appareil photo couleur à la maison. Alors évidemment, ça pose un peu question. Comment se fait-il que nous n'ayons à disposition qu'une seule photo de ce type si les parents Trogneux possédaient un appareil photo dernier cri pour l'époque? Mais le plus important pour les complotistes, c'est que de l'avis de plusieurs photographes professionnels, ces 2 photos ont été retouchées. Toutes 2 auraient été artificiellement vieillies. Ah, j'imagine que les brigittologues ont une raison à apporter. C'est tout simplement parce que ce n'est pas Brigitte qui est sur ces 2 photos. Ah oui, puisque selon la théorie, elle est déjà morte. Et donc ce sont ses 2 filles. Laurence, née en 1977, alors elle, ça serait la petite fille dans le jardin, et Tiphaine, qui elle est née en 1984, qui serait la petite communiante. On en déduit donc que ces photos pourraient en fait dater respectivement de la fin des années 80 et du début des années 90. Donc, ces 2 photos auraient été traitées pour donner un aspect vieilli de clichés pris dans les années 60 pour couvrir la vérité concernant la mort de la véritable Brigitte. Et ce qui est vrai, même lorsqu'on est un petit peu sceptique sur tout ça, c'est que la ressemblance entre les filles de Brigitte et les 2 petites filles qu'on voit sur ces 2 photos est quand même frappante. Bah surtout pour le coup, quand
quand on observe ces deux photos l'une à côté de l'autre. Parce que celle de la communiante et celle de la petite fille dans le jardin... On pourrait presque y voir deux enfants différents, c'est ça? Oui. Tous parano. L'été parano. Mais tu sais, de toute façon, plus globalement, l'enfance et l'adolescence de Brigitte restent bien mystérieuses. Il n'y a que très peu de témoignages sur la vie de Brigitte jusqu'à son mariage. Oui, les quelques journalistes qui ont enquêté sur sa vie, pas dans l'esprit de révéler un complot, là, mais simplement pour écrire la biographie de la première dame, comme ça s'est fait pour toutes les premières dames, ils ont tenté de trouver des amis ou des camarades de jeunesse de Brigitte, en vain. Et puisqu'on parle de son mariage, là aussi c'est un petit peu flou. Alors il y a bien une photo de son premier mariage, pas celui avec Emmanuel Macron, celui avec un certain André-Louis Osière qui a été conservé, mais cette photo, elle est remise en question. Oui, on voit les jeunes mariés entourés par leurs 4 parents, mais les brigittologues contestent l'authenticité de cette photo. Ah oui, tout à fait. Ils disent que les parents trogneux ont été incrustés après coup, et pour preuve, entre guillemets, la lumière du soleil n'est pas dirigée de la même façon sur le couple trogneux que sur les mariés et les 2 parents Osière. Et plus fort, ils remarquent aussi que la mariée présente dans la photo ne ressemble pas à Brigitte. Alors c'est un petit peu subjectif, mais ils amènent quand même à la théorie l'idée que cette personne s'appellerait en fait Suzanne Spray, donc c'est un petit peu... C'est une bombe développé. Enfin, en tout cas, ça diffuse. Et c'est vrai que la ressemblance entre Brigitte et la mariée sur cette photo n'est pas flagrante en plus. Et puis plus généralement, encore plus incroyable, pourrait-on dire, c'est toute l'existence de l'époux André-Louis Osière qui est questionnée. Ah. Alors il y a plusieurs faits troublants qui entourent ce personnage. Commençons, si tu le veux bien, par son lieu de naissance. Ouais. Donc cet André-Louis Osière, il serait né à Esseka. C'est où ça? C'est au Cameroun. Ah, je connais pas assez la géographie du Cameroun. En 1951. Et il se trouve, Gaël, que cette commune, en 1951, elle n'existait tout simplement pas. Donc il est né en pleine brousse, quoi. En tout cas, la commune existe aujourd'hui, elle a été créée administrativement plus tard, mais en 51, il n'y a pas d'Esseka. Alors, on peut se demander comment une jeune européenne qui aurait accouché dans un endroit aussi reculé aurait pu trouver aussi facilement un bureau d'état civil pour déclarer sa naissance, c'est la question. Et c'est pourquoi les complotistes mettent tout simplement en doute cet acte de naissance. Mais ce n'est pas tout. Cet André-Louis Osière, c'est officiellement le père de Tiphaine et Laurence dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi de Sébastien, le fils aîné qu'on n'a pas encore mentionné, qui lui est né en 1975. Alors, les brigittologues se demandent s'il n'est pas étrange qu'il quitte la maison conjugale immédiatement lorsque son épouse s'amourage d'un adolescent qui est son élève, puisque ça c'est bien l'histoire du couple Macron, en lui laissant la garde exclusive de ses 3 enfants, âgés de 17, 15 et 8 ans. Disparaissant même totalement de la vie de ses 3 enfants, puisqu'à partir de là, on perd quasiment toute sa trace. Et ce, jusqu'à la proclamation du divorce du couple en 2006. Ça fait 15 ans que les époux ne vivent plus ensemble. Alors les brigittologues se demandent, mais pourquoi ils n'ont pas divorcé plus vite? Ouais, et quand tu dis on perd sa trace, c'est pas exagéré. Anne Fulda, auteur du livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, avait écrit ceci, je cite, « En 2017, lors de l'élection présidentielle, des journalistes internationaux avaient tenté d'interviewer André-Louis Osière en vain. » Et puis, dans un article du magazine Gala... Ah, ça, c'est les vacances. On cite Gala dans Tous parano, qui l'eût cru. Ouais, bon, c'est l'été, chacun ses petites lectures pour se détendre. Et à chaque épisode, on s'en réfère à des sources différentes. De toute façon, on s'adapte à notre sujet, ça fait partie du jeu. Bref, cet article de Gala, donc, est consacré à André-Louis Osière, et celui-ci a un titre pour le moins évocateur. Je cite, « Comme si il n'avait jamais existé ». Incroyable. Et voilà que dans le corps du texte, on peut y lire « Passionnés par cet homme énigmatique, les journalistes anglais ont fouillé partout sans rien trouver. » Bizarre quand même. Et même sa mort serait énigmatique. Oui, alors là, il faut s'en référer à son certificat de décès. André-Louis Osière est mort le 24 décembre 2019 et il a été incinéré le 28 décembre au cimetière du Père-Lachaise. Pourtant, Tiphaine, donc sa fille, dans un entretien, et seulement quelques semaines après son décès, affirme avoir enterré son père le 24 décembre. Et donc, pour les complotistes, l'explication est la suivante. André-Louis Osière n'est qu'une fiction. Il n'a jamais existé. Brigitte Macron, donc, n'est pas la mère de ses enfants, c'est en fait leur père. Ouh là là. Alors enfin, ce que tu veux dire, c'est que c'est Jean-Michel Trogneux qui est le père des 3 enfants Osière. Et que lorsqu'il a changé de sexe, il a pris l'identité de sa sœur et il est devenu leur mère. L'été parano. Tous parano. Il faut pas être parano comme ça. Bon, admettons. Mais si Brigitte Jean-Michel est le père des 3 enfants, qui est la mère?
Ah mais tu poses une sacrée question, je vois que tu suis, c'est bien, accroche-toi parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors rassure-toi, hein, les complotistes ont bien sûr réponse à cette question. Et pour le comprendre, il nous faut revenir au début des années 60. Allez, à nouveau on repart en arrière. Rappelle-toi Jean-Michel, très affecté par la mort de sa sœur. Il avait été envoyé par ses parents à Alger. Et là, à cette époque, il fait la connaissance d'un garçon de son âge qui devient vraiment son meilleur ami. Son nom, Jean-Louis Auzière. Attends. Jean-Louis Auzière, donc l'ami d'enfance de Michel Trogneux. André-Louis Auzière, le premier mari de Brigitte Macron. Attends, j'y comprends plus rien. Il y a un lien entre ces deux personnes ? Ça s'écrit pareil, Auzière, mais aucun lien officiellement. Ils ne seraient donc pas de la même famille. Ah, c'est pas simple tout ça. Non, je te l'avais dit, c'est hyper compliqué cette histoire. Surtout que selon les complotistes, écoute bien, Jean-Louis Auzière, le meilleur ami, Ouais. eh bien c'est le fils et le petit frère d'agents travaillant pour les services secrets français. Oh, carrément, ça y est, on commence à mettre du James Bond là-dedans. Bon alors, les brigittologues, ils sont un petit peu multitâches. La brigittologie, c'est un peu complexe. On en arrive à être généalogiste aussi. Alors, s'il te plaît, reprends le fil, je vais essayer de bien comprendre. Alors, une dizaine d'années après leur rencontre, les deux hommes, donc Jean-Louis Auzière et Jean-Michel Trogneux, sont restés en contact et ils vivent tous deux à Amiens. Ça, c'est les deux copains. En 1973, Jean-Louis Auzière fait venir une de ses nièces qui s'appelle Laure, dont il est apparemment très proche, et elle s'installe avec lui et elle est même scolarisée dans un lycée à Amiens. Et pendant les vacances, la grande sœur de Laure, qui s'appelle Brigitte, Ok. vient à son tour lui rendre visite. Attends, une deuxième Brigitte ? Oui, c'est ça. Donc elle rencontre alors Jean-Michel Trogneux et ils tombent amoureux. D'après ce que j'ai compris chez les brigittologues, le fait qu'elle s'appelle Brigitte, ça aurait eu une certaine résonance dans le petit cœur de Jean-Michel. Et 2 années plus tard, naît de cette union Sébastien Auzière. Puis quelques années passent et puis après c'est Laurence et Tiphaine qui viennent compléter la fratrie. Et donc, pour répondre à la question que tu posais, c'est donc cette deuxième Brigitte qui est la véritable mère des 3 enfants Auzière. Tu veux dire que selon la version officielle, Brigitte Trogneux, futur Macron, s'est mariée avec André-Louis Auzière et qu'ils ont eu 3 enfants. Et selon la version des brigittologues, ce couple n'existe en fait tout simplement pas, et que ces 3 enfants sont nés de l'union entre Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte, et une autre Brigitte, Brigitte Auzière. Oui, c'est ça. Finalement, tu comprends. Alors, c'est vrai que c'est tordu, surtout que selon la version officielle, pas complotiste, Brigitte Trogneux aurait pris le nom de son époux. Elle serait donc devenue Brigitte Auzière. Oh. C'est pourquoi les complotistes font le distinguo entre Brigitte Auzière, née Trogneux, et Brigitte Auzière, née Auzière. La véritable mère des enfants Auzière, comme je le disais. Ça me retourne le cerveau. Tout le monde s'appelle Brigitte, ou s'appelle Auzière, ou alors Trogneux, c'est délirant. C'est délirant. Bon, allez, poussons encore le vice alors. Qu'est-elle devenue cette Brigitte Auzière, née Auzière ? Eh bien ça, on n'en sait rien. C'est un petit peu là où le bas blesse quand même. Alors les complotistes, comme ils ne trouvent pas trace de ce personnage, évidemment, ils ont tendance à penser que ça prouve l'existence du complot. Ah là là, alors elle serait décédée, elle aurait eu une grave maladie, elle aurait été exfiltrée sous une autre identité. Écoute, toutes les possibilités, d'après ce que j'ai compris, sont envisagées, mais sans certitude. En tout cas, les complotistes estiment bien que le remplacement de la première Brigitte, Donc Auzière, née Auzière, par la seconde, Jean-Michel Trogneux devenant Brigitte Auzière, née Trogneux. a bien sûr été facilité d'une part par cette homonymie qui tombe à pic, Ah, ça c'est clair. mais ce sans parler des connexions de Jean-Louis Auzière au sein des services secrets. Ah oui, c'est vrai, tu disais que le père et le frère de ce Jean-Louis Auzière étaient tous deux espions. C'est vraiment ce genre de théorie qui ne peut sortir que d'un cerveau parano en tout cas. Je transpire. Tu conspires. L'été parano. En parlant de ça, je commence à m'inquiéter. Tu peux pas checker là un peu? Attends, ces jumelles, faut que je les règle. On n'a pas la même vue. Tu vois toujours rien? Ah non, toujours rien. Pas de Brigitte en bikini. Bon, et sinon, on a autre chose à dire ou on a fait le tour? À ton avis? J'espère bien que t'en as encore un petit peu là. Non mais c'est pas que j'en ai un petit peu, c'est que je gardais le plus fou pour la fin. Ah yes. On va maintenant parler du pasteur Doucet, Hein? un nouveau personnage qui arrive tambour battant dans la brigittologie. Tu vois qui c'est? Oui, il y a même un fait entrer l'accusé sur France 2 qui lui était consacré. Un pasteur qui a été assassiné dans des circonstances obscures au début des années 90 et dont la mort nourrit un certain nombre de théories du complot mettant en accusation des personnalités même haut placées.
Joseph Doucet, donc, c'était un pasteur baptiste belge, diplômé en psychologie, sexologie à l'université protestante d'Amsterdam et qui a été naturalisé français en 1982. Il a disparu en 1990 à 45 ans et son corps a été retrouvé en forêt de Rambouillet 3 mois après que sa disparition ait été signalée. Le crime n'a jamais été élucidé. Et en dehors même des circonstances de sa mort, on peut dire sans sourciller que c'était un personnage controversé, ce pasteur Doucet. Oh que oui. Celui-ci avait fondé en 1976 le Centre du Christ libérateur à Paris. Quelque chose de très novateur pour l'époque. Un safe space avant l'heure, en fait, car il s'agissait d'assurer un espace d'accueil et de parole pour les croyants appartenant aux minorités sexuelles et de genre. Homosexuels, transgenres, sadomasochistes, mais aussi pour des criminels sexuels et des pédophiles. Ah oui. Homosexuel revendiqué, le pasteur Doucet accueillait tous ces jeunes gens en souffrance qui rencontraient des difficultés à affirmer leur sexualité spécifique, considérée comme marginale, déviante ou psychopathologique. Alors, il faut bien dire qu'à l'époque, pour les jeunes, pour les personnes qui voulaient changer de sexe, il n'y avait tout simplement aucun réseau d'entraide et d'écoute comme on peut en connaître aujourd'hui. C'est dire en effet que l'initiative du pasteur Doucet était unique en son genre, si je peux me permettre, incontournable en tout cas, et en premier lieu pour tous ceux qui souhaitaient changer de sexe discrètement. En effet, le pasteur Doucet les accompagnait durant tout le processus jusqu'à l'opération. Ah, alors je commence à voir un peu ce que les brigittologues voudraient nous amener comme terrain d'investigation. C'est donc là que les complotistes font un lien avec Jean-Michel Trogneux. Eh oui, Natacha Ray, la journaliste, je ne sais pas si tu te rappelles, Si. dont je parlais au début, donc elle a enquêté vraiment 3 ans sur Brigitte. C'est elle qui a ouvert cette piste, justement d'ailleurs en visionnant l'épisode de Faites entrer l'accusé consacré au pasteur Doucet. Et il y a quelque chose qui la frappe, elle remarque dans une archive la présence d'un jeune homme, l'air songeur, accoudé sur ses genoux, la cigarette au bec, lors d'une réunion d'homosexuels se déroulant à la librairie du pasteur. Ah oui, et là, elle pense avoir levé un lièvre. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Ce jeune homme, c'est Jean-Michel Trogneux. Tout à fait. Alors, elle n'apporte aucune preuve, si ce n'est renvoyer à une certaine ressemblance physique qui ne repose rien d'autre que sur son intime conviction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle s'accroche à cette idée, c'est parce que l'établissement d'un lien entre le pasteur Doucet et Jean-Michel Trogneux serait, oui, pour le moins, explosif. Oui, parce que Doucet, c'est effectivement bien sulfureux. Il a écrit un livre pro-pédophile, intitulé « La pédophilie en question », et on sait qu'il avait de nombreux contacts parmi les hautes sphères de l'État. Et puis voilà, il y a sa mort suspecte. Oui, d'autant plus que, selon son compagnon, avec qui il vivait au moment de sa mort, Doucet a été emmené par des agents des renseignements généraux qui sont venus l'arrêter, donc, à son domicile, et là, c'est là qu'il a disparu. Oui, alors les RG menaient à ce moment-là une enquête sur de possibles agressions sexuelles sur mineurs, voire même l'existence d'un véritable réseau pédophile organisé par le pasteur Doucet. Donc, est-ce qu'à l'époque, on aurait pu s'inquiéter au sommet de l'État que l'avancement de cette enquête pouvait révéler que des hommes politiques ou des chefs d'entreprise éminents faisaient partie de ce réseau criminel et qu'on aurait alors donné l'ordre de supprimer le pasteur pour classer l'enquête ? Alors bien sûr, tout cela est totalement spéculatif, et même bien évidemment, pour les brigittologues, une connexion entre Doucet et Jean-Michel Trogneux, serait possible si l'enquête sur le pasteur sulfureux avait pu avoir lieu. Et oui, et que l'omerta sur le sexe de Brigitte ferait partie d'un ensemble d'éléments de l'affaire Doucet qu'il faut taire pour protéger encore les puissants. L'été parano. Et où on atteint des sommets dans la paranoïa, c'est que pour bon nombre de complotistes qui croient à tout ça, l'existence d'un lien entre la mère d'Emmanuel Macron, cette fois-ci, et le pasteur Doucet serait également avérée. Attends, c'est-à-dire... Eh bien, le père d'Emmanuel Macron serait en fait le pasteur Doucet. Quoi ? Eh bien, là aussi, on peut partir de photos. Sais-tu qu'il n'y a presque pas de cliché d'enfance de notre président... Attends, et oh, t'as vu là-bas ? Regarde là, il y a des flics qui arrivent. Merde, ils ont dû nous repérer avec nos jumelles depuis le temps qu'on est là. Ah non mais ça, t'es parano, ils sont combien ? Mais une dizaine, j'ai l'impression. Ils viennent vers nous, je Oh, t'assure. écoute, viens, on se casse. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Viens, on y va. Bah, je pensais pas qu'on finirait nos vacances comme ça. Moi non plus. Cours.
Voyage, destination, complot. L'été parano.